épisode aujourd'hui détaille les massacres de Tutsis dans le secteur de Gisenyi, dans le district de Rubavu, lieu de naissance du président Habyarimana et de nombreux dignitaires de son gouvernement Akazu, qui constitue l'avant-garde de la politique de haine au Rwanda. Depuis le début de la lutte de libération en 1990, des Tutsis dans différentes régions telles que Bigogwe, Kayove, Nyamnyumba et bien d'autres furent régulièrement tués après avoir été faussement accusés d'être des complices du FPR. Le 30 avril, des Tutsis survivants sont attirés hors de leur cachette par un camion avec de haut-parleurs qui roule dans la rue et annonçant le rétablissement de la paix. Les faits marquant l'exécution du génocide qui se sont déroulés le 30 avril 1994. Le massacre des Tutsis a eu lieu dans la ville de Gisenyi, actuel district de Rubavu. En effet, le mémorial de Gisenyi est érigé à l'endroit qu'on appelait commune rouge pendant le génocide dans le village Ruriba, cellule de Rubavu, secteur Gisenyi, district de Rubavu. À cet endroit, surnommé commune rouge, il y avait depuis longtemps un cimetière. La haine des Tutsis dans la préfecture de Gisenyi date de longtemps. Surtout parce que le président Habyarimana en était originaire, comme c'était aussi le cas de plusieurs hautes personnalités politiques et militaires de son entourage, appelés Akazu ou Meznet, qui étaient tous des promoteurs de la politique de la haine au Rwanda. Les massacres ont été précédés par une longue propagande de la haine des Tutsis qui allait mener à l'extermination de ces derniers. Cette atmosphère était encouragée par le journal Kangura. Son rédacteur en chef, Hassan Ngeze, est originaire de Nyakabungo, Gisenyi, à Rubavu, et eux parmi les extrémistes les plus durs. Depuis 1990, quand la guerre de libération a commencé, les Tutsis des anciennes communes Mutura et Rwerere, dans la localité de Bigogwe, ceux des communes Kayove, Nyamnyumba et Kibirira, actuellement dans le district de Ngororero, ont été tués sous le prétexte qu'ils seraient des complices des Inkotanyi et leurs corps ont été jetés dans des fosses creusées dans le cimetière de Gisenyi dans le cadre d'effacer toutes les traces des massacres. D'autres ont été tués à la prison de Gisenyi dans le plus grand secret et leurs corps ont aussi été jetés dans ces fosses. Pendant le génocide, dans la ville de Gisenyi, les Tutsis ont été tués à leur domicile, d'autres ont été amenés aux fosses du cimetière de Gisenyi pour y être tués. Parmi les éléments qui ont accéléré le génocide à Gisenyi, il y a le rôle prépondérant du colonel Anatole Nsengiyumva qui dirigeait la région militaire de Gisenyi. Anatole Nsengiyumva était originaire de la commune de Satinsky en préfecture de Gisenyi. Depuis 1990, le colonel Anatole Nsengiyumva et le colonel Tony Bagosora, le major Rizin Ntabakuze et le secrétaire général du MRND Joseph Nzabanrora ont planifié l'extermination des Tutsis dans la préfecture de Gisenyi et ils ont commencé à cette époque déjà à propager la haine des Tutsis, à entraîner les Interahamwe, à distribuer des armes, à dresser les listes des Tutsis et à tuer les Tutsis de Gisenyi et Ruhengeri. Mais ces autorités étaient aidées par plusieurs autres qui étaient originaires de Gisenyi, dont notamment les miliciens Omar Serushago, Bernard Munyagishari, Mabuye, Barnabé Samvura, Thomas Mugiraneza et bien d'autres. Dans la nuit du 6 au 7 avril 1994, le colonel Anatole Nsengiyumva a organisé au camp militaire de Gisenyi une réunion qui planifiait les massacres et à laquelle participaient les militaires du camp militaire de Gisenyi et les gendarmes de Gisenyi ainsi que les dirigeants des Interahamwe de la CDR. Le colonel Nsengiyumva Anatole a ordonné la distribution d'armes aux Interahamwe et la mise en place de barrières dans tout Gisenyi. Le 7 avril 1994, il y a eu une autre réunion à l'endroit où se trouvait la place du marché de Gisenyi et Anatole Nsengiyumva a ordonné aux Interahamwe de commencer à tuer les Tutsis maison après maison. Un communiqué du ministère de la Défense avait demandé à la population de rester à domicile, de ne pas en sortir, sauf les militaires et les Interahamwe qui circulaient librement, tuant les Tutsis chez eux. Le colonel Nsengiyumva Anatole a également ordonné de placer des barrières aux frontières entre le Rwanda et le Zaïre pour empêcher aux Tutsis de fuir le pays. Les massacres ont été dirigés par le colonel Nsengiyumva Anatole lui-même, le major François Uwimana de la gendarmerie de Gisenyi, le sous-lieutenant Fidel Rudahemuka, le sous-lieutenant Abel Rwasa et plusieurs Interahamwe dont Munyagishari Bernard, Omar Serushago, le conseiller Faziri et le conseiller de Biahi. Le colonel Nsengiyumva a fait le tour de Gisenyi pour superviser le massacre. Il demandait aux Interahamwe sur les barrières, je cite, où en est arrivé le travail, c'est-à-dire où ils en étaient avec les massacres de Tutsis. Le major Uwimana François Xavier passait dans les quartiers pour faire le suivi des massacres de Tutsis. Les premiers Tutsis à être tués sont ceux qui habitaient près de l'hôpital et du camp militaire de Gisenyi. Les cadavres gisaient partout. Des véhicules ramassaient et transportaient les corps des victimes qui étaient jetés dans les fosses de la commune rouge. Un groupe de tueurs dirigé par Omar Serushago,
Bernard Munyagishari et Thomas Mugiraneza a attaqué les bâtiments des religieux de Saint-Pierre le 20 avril 1994. Ceux qui s'y étaient réfugiés, dont la sœur Félicité Niyitegeka, ont été amenés à la commune rouge pour y être tués. Les Tutsis qui s'étaient cachés à l'Institut Saint-Fidèle ont été massacrés, tout comme ceux qui se trouvaient au bâtiment de Rwandex, qui ont été tués sous la supervision de Habimana Jean-Pierre, alias Mustafa, qui vit aujourd'hui en Belgique. Le 30 avril 1994, un véhicule muni d'un mégaphone a fait le tour de la ville de Gisenyi, proclamant que la paix était revenue, qu'aucun Tutsi ne sera plus tué et que ceux qui s'étaient cachés pouvaient sortir. Tous ceux qui sont sortis de leur cachette ont été tués à la commune rouge. Parmi ceux qui ont joué un rôle dans les massacres, il y avait le colonel Anthony Nsengiyumva, le major François Uwimana, le sous-lieutenant Fidèle Udahemuka, le sous-lieutenant Abel Rwasa, le docteur Charles Zirimwabagabo, préfet de Gisenyi, le sous-préfet Rukabukira Ibikumbi, Hassan Ingeze, Samvura Barnabé, Bernard Munyagishari, Omar Serushago, le conseiller Faziri et autres. J'avais oublié de citer le redoutable Interahamwe, Habimana Jean-Pierre, alias Mustafa, dont nous avons parlé tout à l'heure et qui vit en exil en Belgique. Le colonel Anthony Nsengiyumva a été condamné, rappelons-le, pour crime de génocide par le tribunal pénal international pour le Rwanda, de même que Omar Serushago. Quant à Bernard Munyagishari, il a été transféré au Rwanda où il est en train d'être jugé. Hassan Ingeze a été également jugé par le tribunal pénal international pour Rwanda et reconnu comme coupable de génocide. À la même date, le massacre de Tutsi a eu lieu à la paroisse de Mibirizi, district de Rusizi, ancienne préfecture de Cyangugu. En effet, le 7 avril 1994, des véhicules de la gendarmerie transportant un grand nombre de gendarmes ont sillonné Mibirizi au matin, circulant dans toutes les localités comme s'ils voulaient intimider la population pour qu'elle reste à domicile. Les conseillers ont demandé à la population de ne pas quitter leur domicile pour qu'aucun Tutsi ne puisse s'enfuir à l'étranger. Comme ils en avaient eu l'habitude dans les années de persécution de 1963 notamment, les Tutsis de Mibirizi se sont réfugiés à la paroisse de Mibirizi, espérant y être protégés. Du 8 au 10 avril, près de 8000 Tutsis étaient déjà arrivés à la paroisse de Mibirizi, amenant avec eux les vaches. Le 10 avril 1994, de nombreux Hutus, dirigés par un réserviste du nord de Dominique, ont attaqué ces Tutsis pour surtout s'enquérir des capacités de défense de ces derniers et de leur nombre. Les Tutsis ont pu repousser l'attaque à coups de pierre et à l'aide d'armes traditionnelles qu'ils avaient amenées avec eux. Le 12 avril 1994, vers 10h du matin, un autre groupe de tueurs, dirigé par le même Dominique, est parti de l'endroit appelé Ngoro, près de la paroisse, et s'est dirigé vers la paroisse Mibirizi. Ils étaient armés de lances, arcs et autres, tandis que Dominique avait des grenades. Les Tutsis ont encore pu repousser les assaillants à coups de pierre. Lorsque Dominique, qui dirigeait les tueurs, a constaté que ses troupes perdaient pied, il a lancé des grenades qui blessèrent un grand nombre de Tutsis, dont Dushimimana Concorde, qui est peu après décédé. Le 14 avril 1994, vers 15h de l'après-midi, de nombreux Hutus se sont rassemblés et ont encore mené une attaque sur la paroisse de Mibirizi avec beaucoup plus de force que les premières. Des tueurs sont venus de l'endroit Perengoro et d'autres sont venus de Runyanzovu, Munyinya, Muhanga, Tchato et d'ailleurs. Les Tutsis ont encore essayé de se défendre et ont pu repousser l'attaque. Un des tueurs des plus redoutables Dino de Kaibanda, originaire de Kaboza, a vu la défaite venir et a lancé des grenades, dont l'une tua sur le champ Sabimana Dominique, qui était commerçant en Ngoro, et d'autres réfugiés qui l'entouraient en première ligne. Les tueurs firent les défaits et ont battu en retraite. Le 18 avril 1994 est un jour tristement mémorable pour les Tutsis qui s'étaient réfugiés à Mibirizi. Ce jour, les tueurs ont mené 3 attaques au cours desquelles des milliers de Tutsis furent tués. Vers 10h, les tueurs ont attaqué et ont été repoussés par les Tutsis après avoir pu assassiner un petit nombre parmi eux. Ils sont retournés à Ngoro pour se remettre en forme et recevoir d'autres instructions et appuis. Vers 14h de l'après-midi, ils ont attaqué une nouvelle fois. Ils étaient très nombreux, des milliers de tueurs. Ils ont lancé des grenades qui ont tué un grand nombre de Tutsis, mais ont dû encore une fois battre en retraite devant la résistance des Tutsis. Vers 15h, le sous-préfet Théodore Munyangabe est arrivé à Mibirizi, accompagné d'autres personnes. Il a demandé aux Tutsis de retourner dans l'enclos de la paroisse Mibirizi pour qu'il puisse y avoir des discussions avec les tueurs pour arrêter les massacres. C'était un piège, car au moment où les Tutsis se dirigeaient dans l'enclos de la paroisse, où était censée se tenir la réunion, des milliers de tueurs les encerclèrent, jetèrent des grenades et tuèrent qui ils rencontraient avec les épées et autres armes traditionnelles. Ceux qui avaient des fusils sont montés sur des arbres autour de la paroisse Mibirizi pour pouvoir atteindre les Tutsis qu'ils voulaient exterminer. De nombreux tueurs portaient des fusils et des grenades, raison pour laquelle toute résistance de la part des Tutsis a cessé. Entre un grand nombre de Tutsis furent tués à différents endroits. Le 20 avril 1994, les tueurs ont collaboré avec les gendarmes qui étaient censés assurer la sécurité des réfugiés Tutsis. Ils ont appelé les survivants et les ont rassemblés dans la cour de l'enclos paroissial.
Les tueurs ont amené une liste et ont fait l'appel de plus de 100 Tutsis qui furent ensuite massacrés à l'aide d'épées de gourdins de lance. Leurs corps furent laissés sur place et enlevés pour être ensevelis seulement le lendemain. Parmi ceux qui ont été tués ce jour-là, il y avait une enseignante Dino d'Angela. Le même jour, le 20 avril 1994, après avoir tué de façon atroce ceux qu'ils avaient sélectionnés à la paroisse, les tueurs ont continué pour aller tuer les médecins Tutsis et assistants médicaux et infirmières qui travaillaient à l'hôpital de Mibirizi. Et ils ont également massacré des malades Tutsis qui se trouvaient. Le 30 avril 1994, les rares Tutsis qui avaient jusqu'à survécu ont été assassinés. Le chef milicien Youssouf Munyakazi, accompagné de ses troupes qui revenaient d'Oshangi où il était allé en renfort pour y exterminer les Tutsis, en rentrant sur Bugarama, il a préféré faire un crochet par Mibirizi pour achever tous les survivants de Mibirizi. Lui et ses tueurs sont arrivés à Mibirizi dans une camionnette Daihatsu vers 17h et y ont tué des Tutsis qui y restaient encore. Le 25 mai 1994, quelques Tutsis qui avaient survécu à ce massacre ont été amenés à Nyarushishi où ils ont survécu après l'arrivée des Français. Parmi les tueurs, les principaux tueurs qui ont organisé et exécuté le massacre de Tutsis à Mibirizi, on peut citer Edouard Bandetse, commerçant à Kamembe, et qui était aussi à Mibirizi, qui donnait des instructions et des armes. Dorernio Daye Sotoneda Sombar. Il y a le sous-préfet Théodore Munyangabe, un réserviste de l'armée rwandaise qui avait toujours ses armes. Il y a Somaïre Célestin, un grand milicien qui était enseignant à Mibirizi. Munyoni Vianney, qui était policier. Il y a Rwabukera Fabien. Il y a Kayibanda. Il y a le conseiller Ndagijimana Pacom. Il y a le conseiller Gakwaya Vianney et bien d'autres. Somaïre Richard, qui enseignait à la PEMI. Gérard Ndagijimana, je l'avais oublié, qui travaille à l'hôpital de Mibirizi et qui était très influent auprès des tueurs. Il y a aussi Rukera Tabaro Théodore, qui est originaire de la localité de Kouinheko, qui dirigeait les tueurs, qui a été jugé par la cour d'assises de Suède et condamné à la perpétuité. À la même date, 30 avril 1994, le massacre de Tutsis a eu lieu à la paroisse catholique d'Ongoma, dans la ville de Huye. Le 30 avril 1994, en effet, ont été tués de nombreux Tutsis qui s'étaient réfugiés à la paroisse catholique d'Ongoma. Lorsque les massacres ont commencé, les Tutsis qui habitaient Markiazo et Ngoma se sont réfugiés à la paroisse comme ils en avaient pris l'habitude dans le passé. Parmi les réfugiés, il y avait beaucoup d'enfants, de jeunes gens et des adultes. Ils avaient fui les attaques menées par des militaires du camp militaire d'Ongoma, commandés par le lieutenant de défense Hategekimana. Le 29 avril 1994, les Interahamwe militaires qui gardaient la barrière de l'électrogaz se sont rendus à la paroisse. Les militaires y sont rentrés, ont inspecté les lieux et ont évalué le nombre de réfugiés sous le faux prétexte qu'ils venaient de les protéger. Le 30 avril 1994, vers 9h du matin, un groupe de nombreux tueurs, dirigés par le lieutenant Hategekimana de défense et le sous-lieutenant Fabien Nyonheze, se sont rués sur la porte de l'église et ont commencé à donner ordre de tuer les réfugiés Tutsis. Ils ont aussi sorti les réfugiés Tutsis de l'extérieur pour les massacrer dans la cour. De très jeunes filles ont été violées avant d'être tuées. Parmi les responsables de ces massacres, on peut citer le lieutenant Hategekimana de défense, bien sûr, qui a été condamné par le tribunal pénal international pour Rwanda à la prison à perpétuité. Il y a Gatera Murekezi, fils de Donati, Vianney, originaire de Kibuye et qui avait un magasin sur la 4e rue. Il y a Abdallah, du quartier Swahili, de nombreux militaires. Tony, le fils de Kiburugutu, qui était commandant de l'aéroport. Le conseil de secteur Ngoma Habimana Jacques et d'autres Interahamwe. Le massacre a également eu lieu à la même date à la maison généralice des sœurs Benebikira, 6 à Itaba, dans la ville de Huye. Depuis le 10 avril 1994, des Tutsis ont commencé à s'y réfugier, dont des enfants qui avaient des religieuses avec qui ils avaient des relations familiales. Le professeur Karenzi, qui enseignait à l'Université nationale du Rwanda, avait été tué le 21 avril 1994. Et ces enfants, dès le lendemain, qui avaient échappé au massacre, se sont réfugiés chez les sœurs Benebikira. Ces enfants ont été traqués surtout par le professeur Vincent Ntezimana, qui était le collègue de Karenzi à l'Université nationale du Rwanda, et aussi par le lieutenant-colonel Tarcisse Muvunyi. Avant que Karenzi ne soit tué, Ntezimana et d'autres miliciens avaient planifié le génocide à l'Université nationale du Rwanda et avaient demandé aux enseignants Tutsis de fournir la liste de personnes que ceux-ci hébergeaient chez eux à leur domicile sous le faux prétexte que c'était pour les aider à s'enfuir. Le 30 avril 1994, un groupe de tueurs dirigé par le capitaine de défense Nizeyimana, qui était à l'école des sous-officiers, a attaqué les réfugiés Tutsis qui s'étaient réfugiés chez les sœurs Benebikira et ils ont été massacrés. Et signalons que le professeur Ntezimana Vincent a été condamné en Belgique par la cour d'assises de Bruxelles pour les crimes de génocide commis à Boutari.
Le lieutenant Ildefonse Hategekimana a été également condamné par le TPIR à la prison à vie. Le capitaine Ildefonse Nizeyimana, également un gratuit de Butare, a été aussi reconnu coupable de génocide et condamné à 35 ans de prison par le tribunal pénal international pour Rwanda, et d'autres tueurs furent jugés et condamnés par des juridictions rwandaises. À la même date, 30 avril 1994, le massacre de Tutsi a eu lieu dans les marécages de Ntarama, dans le district de Bugesera. En effet, depuis la date du 22 avril, des Tutsis qui avaient survécu sur les collines de Ntarama et dans les champs de sorgho, dans les églises et aux lieux de prière, et ceux qui venaient de Bugesera ont commencé à s'enfoncer dans les marécages pour échapper aux tueurs, parce que c'était le seul lieu qui restait pour se cacher. Les assassins ont utilisé des aéronefs pour surveiller les endroits où se cachait le plus grand nombre de Tutsis. Ils ont appris qu'un grand nombre de Tutsis parmi ceux-ci se cachaient dans les marécages et ont planifié comment les massacrer. Avant, les tueurs attaquaient et tuaient un petit nombre de Tutsis parce qu'ils n'osaient pas s'aventurer loin dans les marécages dans lesquels même ceux qui s'y cachaient ne voyaient pas leurs camarades à 2 pas d'eux. Le 30 avril 1994, de nombreux Tutsis furent tués dans le marécage surnommé CND qui se trouvait donc entre Ntarama, Rulindo et Mugina. Des Interahamwe des militaires sont venus de différents endroits, notamment du camp militaire de Gako, commune Ngenda et aussi dans la commune de Gashora. Et même il y a ceux qui sont venus des communes de Gicumbi, Gikomero, Mbogo et Nyamabuye et d'autres localités de Gitarama, notamment Mugina, et des déplacés de guerre qui sont venus de Ruhuha et Nyakyonga à bord des autobus de Natracom très nombreux, hurlant et faisant vibrer les sifflets. Ils se sont repartis en plusieurs groupes et ont encerclé le marécage. Il y en a même qui sont venus des secteurs de Kanzenze, Rulindo et Musenyi, qui étaient à proximité du marécage, et d'autres de Ntarama. Ils ont tué les Tutsis à partir de 10h du matin jusqu'à 17h du soir. Ils sont rentrés chez eux parce que parmi eux, il y en avait plusieurs qui devaient faire plusieurs heures de voyage pour rejoindre leur domicile. Les militaires tiraient et envoyaient des obus dans le marécage avant que des Interahamwe ne l'investissent, armés de machettes, lances, piques, gourdins, cloutés, épées et autres armes traditionnelles. Ils ont tué les Tutsis qui ne s'enfuyaient plus car ils ne pouvaient plus courir dans ce marécage. Les militaires Interahamwe fouillaient les corps sans vie de leurs victimes pour les dépouiller d'une éventuelle somme d'argent. Et ils violaient les femmes et les filles sur une surface plus ou moins sèche ou sur un tas de joncs avant de les mutiler à l'aide de piques et de machettes et de les laisser pour mortes. Ces massacres dans les marécages ont été dirigés par le commandant du camp militaire d'Ogako, le colonel Phineas Munyarugarama, qui est aujourd'hui recherché par la justice pénale internationale. Il était également le sous-préfet de la sous-préfecture de Kanazi, Gassana Juma, actuellement condamné pour génocide et purge sa peine de perpétuité au Rwanda. Gatanazi Bernard, bourgmestre de la commune Kanzenze, Karerangabo Vincent, inspecteur des écoles, Nsabyu Muganwa, directeur de l'école primaire de Kyugaro, Bizimana, directeur de l'école primaire de Nyamata, le pasteur Winkindi Jean, qui est actuellement en jugement au Rwanda après avoir été transféré au Rwanda par le tribunal pénal international pour le Rwanda. Il y a Gashara Mwanzi Sylvestre, le militaire Sebugingo, le policier Bizimungu et bien d'autres. Tous ces gens-là sont responsables de la mort de centaines de milliers de victimes en date du 30 avril 1994. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kwibuka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.